Bonjour à toutes et à tous, il est pas loin de 9h30, on va attendre que tout le monde arrive, donc bonjour Yasmine, Assiata, Ophélie, Yulia, voilà, Bonjour. vous êtes en Bonjour. je vous souhaite la bienvenue, donc, et puis une bonne année aussi, hein, tant qu'à faire, on peut encore le faire. Bonjour Léa, voilà, donc alors tout le monde coupe bien son micro, vous pouvez couper la webcam, hein, donc, enfin, comme on fait d'usage dans ce genre de visio, donc je pense qu'il est quelle heure? J'ai 9h27, donc on va attendre un petit peu encore que d'autres arrivent, et puis on va commencer cette petite réunion d'information où je vais vous expliquer comment va se dérouler le semestre ensemble, puisque donc c'est un cours magistral, donc il est en visio, et je ne suis donc pas dans la salle 331, même si c'était indiqué, une salle dans laquelle vous pouvez évidemment vous rendre, mais je sais qu'avec le planning, il y a souvent la nature a horreur du vide, donc je pense qu'elle sera sans doute occupée, mais comme vous le savez, propos introductifs, hein. Les cours magistraux sont maintenus en visio, et ce, malgré, comment dire, la situation de sortie de pandémie qu'on nous annonce pour le mois de février. Donc évidemment, si ce cours, alors première chose, hein, en introduction, je peux vous dire, rebasculer dans du présentiel, je vous préviendrai, hein, évidemment. On s'organisera en fonction, évidemment ce sera toujours sur la même tranche horaire de 9h30 à 11h, les lundis, hein. Mais pour l'instant, il est maintenu en visio asynchrone, alors ce qu'on ne fait pas ce matin, puisque je souhaitais quand même pouvoir vous voir, entre guillemets, le premier jour, hein, mais néanmoins, par la suite, hein, et on le verra, je vais vous l'expliquer dans un instant, par la suite, on basculera donc sur de la visio dite asynchrone, c'est-à-dire en fait un cours déjà enregistré à l'avance, hein, entièrement préparé. Alors je sais qu'il y en a certaines et certains d'entre vous qui étaient déjà dans mon cours au premier semestre sur l'histoire des relations internationales. Voilà, ça fonctionnera exactement de la même manière, hein, c'est-à-dire que je vous l'enverrai toutes les semaines, donc un petit cours formaté d'1h30 avec tout ce qui va avec, hein. Donc je laisse encore les dernières personnes arriver. Alors je précise aussi que cette séance est enregistrée, c'est ce que nous demande d'ailleurs, je l'ai découvert pas plus tard qu'il y a quelques semaines, l'administration, c'est-à-dire d'enregistrer toutes les visios qu'on fait de cette manière et de les mettre en ligne afin que, bien sûr, celles et ceux qui ne peuvent pas venir ce matin, vous êtes 72 en tout, hein, inscrits, comment dire, puissent évidemment en bénéficier. Je la mettrai en ligne, cette visio qu'on est en train de faire maintenant, et je vous donnerai évidemment le lien pour la revisionner, parce que je compte vous donner un maximum d'informations utiles pour le fonctionnement du cours, de ce cours ensemble, donc pendant ce semestre. Entier. Alors voilà, j'ai encore d'autres de vos camarades qui arrivent. On va leur laisser quelques minutes, peut-être il est 9h30 précise. Alors je précise aussi, si évidemment certaines ou certains d'entre vous doivent partir avant 11h, parce que je ne sais pas si ça va durer 1h ou jusqu'à 11h, on verra de toute façon. Eh bien, bien sûr, vous pouvez le faire tout à fait librement. Je vous rappelle que cette première réunion de contact d'aujourd'hui est enregistrée, hein, donc je la mettrai en ligne, et donc vous n'en perdrez pas une miette, même si vous deviez partir pour des raisons d'emploi du temps avant 11h. Hein, voilà. Alors, on va commencer cette séance. Donc, je suis Olivier Buirette, je suis donc votre enseignant dans cette UE libre d'histoire
de l'Europe centrale et orientale au second semestre. Je vous en rappelle le code, hein, c'est BZXW002, hein, c'est très poétique, hein, mais néanmoins c'est comme ça qu'on l'appelle. J'ai vos listes, vous avez donc normalement toutes et tous reçu un mail de moi que je vous ai envoyé vendredi dernier, où il y a le lien de cette visio qu'on fait en ce moment. Et surtout, je vous ai envoyé un certain nombre d'informations sur le déroulement du semestre qu'on va voir ensemble maintenant, bien sûr. Et puis, je vous ai envoyé aussi, surtout très important, le calendrier du semestre. Donc, avec un certain nombre de dates, la période aussi de la fermeture, hein, je vous le rappelle, pour la semaine d'aide à la réussite, les vacances de printemps, et puis surtout la date du partiel. Alors, on va détailler ensemble le calendrier dans un instant, hein, et je vais donc vous donner quelques informations néanmoins importantes avant. Voilà, bonjour Charlotte, je vous vois puisque je vous avais mis votre webcam. Vous pouvez laisser allumer ou couper la webcam, hein, c'est pas comment dire, indispensable, hein, bien sûr. Alors, donc, première chose, donc point de vue contact, hein, donc vous avez toutes et tous mon adresse mail, hein, nous sommes bien d'accord. Alors, je vais valider, hop, encore de nouveaux arrivants. C'est important que vous ayez mon adresse mail parce qu'on va essentiellement, évidemment, vous avez bien compris, dans ce semestre ensemble, fonctionner de cette manière. C'est-à-dire qu'on a donc 11 séances ensemble, hein. On commence aujourd'hui le 24 janvier avec le premier cours que je vais vous envoyer dans la journée, hein. Donc ce premier cours qui porte avec le titre suivant, l'Europe centrale à la veille de la guerre de 14-18, histoire de la fin d'un empire. Aujourd'hui, l'objectif du cours, hein, que vous recevrez, hein, avec un lien, hein, par mail, je pense en début d'après-midi, en fin de matinée. Donc c'est surtout de vous définir cet espace, hein, qui est l'Europe centrale et orientale. Il se trouve que cette année, comme c'est assez souvent le cas, mais alors là vraiment, la question de ce qui se passe à l'Est, si je puis dire, est particulièrement d'actualité, hein. Vous avez toutes et tous vu cette crise ukrainienne qui n'en finit plus, doublée d'une autre crise avec la Biélorussie qu'on a vue il n'y a pas longtemps. Enfin bref, tous ces pays, si vous voulez, qui formaient l'ancien bloc de l'Est, hein, et les pays qui étaient dans l'URSS donc encore jusqu'au début, hein, attendez, j'ai un camarade à vous, hop, voilà, jusqu'au début, hein, de la fin des années 80, 1989-90, eh bien, forme vraiment une actualité particulièrement comment dire, voire enfin, urgente et dramatique, hein. Donc, on va être en plein là-dedans. Évidemment, moi, je ne vais pas vous dire ce qui va sortir de cette crise ukrainienne actuelle, mais l'objectif quand même de ce cours sur l'Europe centrale, sur l'ex-Europe de l'Est, si vous voulez, ce qu'on appelle les PECO aussi, les pays d'Europe centrale et orientale, c'est de vous expliquer un peu leur histoire, comment ces pays-là dont on parle sont nés, hein, parce que la plupart d'entre eux quand même vont apparaître après la guerre de 14-18, donc comment est-ce qu'ils sont nés, pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait avant ces pays-là, hein, qu'est-ce qui s'est formé après, hein, et un peu, voir un peu toute l'histoire du XXe siècle, hein, qui les a concernés, souvent une histoire d'ailleurs, vous le verrez, qui est assez dramatique, pour des raisons très simples, c'est qu'elle est jalonnée, cette histoire, vous le savez, par deux guerres mondiales, hein, guerre de 14-18, guerre de 39-45, que ces pays, si vous voulez, d'Europe centrale et orientale, qui vont connaître une grande phase de liberté, d'indépendance, hein, après la guerre de 14-18, eh bien très rapidement, dans les années 30, hein, vont être menacés quand même par deux des totalitarismes principaux du XXe siècle, hein, que seront le nazisme en Allemagne, hein, et le communisme soviétique, hein, stalinien surtout. Et puis, ce qui leur arrive après la Seconde Guerre mondiale, c'est que, évidemment, ils vont passer sous le contrôle intégral de l'URSS, hein, ça va devenir des pays satellites, on les appellera les pays de l'Est.
hein. Terme épouvantable, hein. Pourquoi de l'Est? Bah, parce qu'à l'Est, si vous voulez, du mur de Berlin, hein, à l'Est, hein, évidemment, de la fameuse ligne de démarcation de la guerre froide. Tout ça, nous le verrons ensemble, évidemment, dans ce semestre. Pays de l'Est qui sont redevenus indépendants, sont redevenus libres, sont redevenus des démocraties, eh bien, après la chute du mur de Berlin en 1989. Hein. Et donc, évidemment, et après, évidemment, encore plus, la fin de l'URSS en 1991. Hein. Tout ça, on va le voir ensemble. C'est une histoire, si vous voulez, faite de moments de joie et aussi de moments dramatiques, hein, qui touchent évidemment à l'histoire des relations internationales, bien entendu, hein, mais de façon plus resserrée dans ce cours à ce qu'on appelle l'histoire de l'Europe centrale, l'histoire de la Mitteleuropa, l'histoire des PECO, pays d'Europe centrale et orientale, et aussi histoire, bien sûr, de ce qu'on appelle aussi sous un autre terme de l'Europe danubienne. Alors je vais vous passer tout à l'heure une petite carte quand même pour vous sensibiliser. Alors je vais la mettre en fond d'écran derrière moi, puisqu'avec Google on peut le faire, mais malheureusement tout apparaît à l'envers, donc je vais simplement vous montrer, faire une présentation rapide tout à l'heure de la carte de l'Europe centrale. Je pense que c'est pas inutile de la voir, et une carte au sens large du terme, parce que vous verrez dans le cours que vous recevrez tout à l'heure qu'il y a une définition, bien sûr, de l'Europe centrale. Il y en a plusieurs, hein. Moi, je l'ai trouvé une qui était assez pratique. Je vous la donnerai d'ailleurs tout à l'heure aussi. Mais cette carte, si vous voulez, peut avoir plusieurs, comment vous dire, plusieurs définitions possibles, hein, mais la définition la plus pratique, c'est quand même celle qui est la plus large. Alors, sur le plan maintenant des informations techniques, hein, des informations pratiques. Donc, on commence aujourd'hui le 24 janvier, le partiel. Hein, tout de suite, ça c'est important, parce que c'est le sujet quand même qui revient toujours dans les questions, ce qui est bien normal. Alors, ce partiel, on le fera dans la 11e séance, hein, c'est-à-dire le 11 avril. Alors, on aurait pu le faire plus tard, c'est vrai, mais vous voyez que le calendrier, comment dire, de la fin du semestre est complètement, si je puis dire, je ne vais pas dire saccagé, mais bon, parce que je n'aurais pas pu être goguenard, mais est quand même quelque peu perturbé, si vous voulez, parce que le lundi 18 avril, bah, c'est le lundi de Pâques, c'est un jour férié. Donc, j'ai pensé que ce serait plus simple. Et après tombent les vacances de Pâques. Donc, on n'allait pas faire tout ça au mois de mai. De toute façon, ça aurait été techniquement extrêmement compliqué vu les contraintes administratives. Donc, je pense que c'est très bien de le faire le 11 avril. On aura de toute façon tout examiné de notre parcours à ce moment-là. Ensuite, bon, bah, va venir la période des vacances de Pâques. Alors, de toute façon, je vous rassure, j'ai mis 2 mai 2022 pour les résultats du partiel et le corriger. Je ferai sans doute une séance en visio à cette occasion, mais si je puis dire, j'ai quand même une certaine rapidité de correction, donc je pense que vous aurez vos notes avant le 2 mai, hein, 2022. Il ne faut pas non plus exagérer. Ce partiel, qu'est-ce que ce sera? Alors déjà, ce partiel, première chose, puisque nous sommes toujours dans les contraintes pandémiques, enfin, puisqu'on est dans un cours magistral, donc vous l'avez bien vu, en visio, asynchrone, etc. Donc, ce partiel, pour l'instant, je ne peux pas vous dire si on va le faire en présentiel ou pas. Franchement, si le calendrier de sortie de pandémie est respecté, si on nous annonce que c'est fini, bon, ça fait quand même 2 ans, là on entame la 3e année, hein, puisque j'avais commencé à faire ce premier cours en visio en mars 2020 quand même, donc là on attaque quand même, donc en gros, la 3e saison, si on peut dire. Bon, moi je suis prudent, hein. Bon, j'espère qu'on va repasser dans du présentiel d'ici là, peut-être, on va voir comment ça se passe. Si ça a lieu, bah, ça va être vers mars, hein, pour le retour sur du présentiel, et dans ce cas-là, on fera le partiel, donc le 11 avril, dans la salle 331, de 9h30 à 11h, en présentiel, voilà, dans selon le bon vieux système. Si par malheur, on restait dans du distanciel, alors dans ce cas-là, bah, ça sera comme les années précédentes, c'est-à-dire que le partiel sera évidemment à faire à la maison le plus sérieusement possible. Je sais bien que ce n'est pas l'idéal pour des conditions d'un examen, mais bon, on a fonctionné comme ça depuis 2020, sans trop de problèmes. Les étudiants que j'ai eus ont fait ça très sérieusement. Bon, voilà. Bon. Donc on verra à ce moment-là. Néanmoins, le contenu de ce partiel, lui, reste le même.
hein. C'est-à-dire que ce sera donc un partiel donc sous la forme de 2 sujets, hein, au choix, hein, à faire en 1 heure et demie et qui porteront sur 2 questions de cours, hein, donc qui seront, comme je le dis à chaque fois, transversales. C'est-à-dire que ce sont des questions de cours qui porteront à la fois sur la période de l'entre-deux-guerres et sur la période de la guerre froide, hein. Ce seront des questions larges, hein. Donc ne faites pas d'impasse, ne révisez pas que les années 30, par exemple, je ne sais pas, parce que là, c'est qu'il y a des grandes crises qui concernent l'Europe centrale, ou qui plus est, les grandes crises qui traversent l'Europe centrale pendant la guerre froide. Non, il faut vraiment avoir une vue d'ensemble, hein. Donc, 2 sujets au choix, ce sont des simples petites dissertations. Je vous redonnerai la méthodologie dans le semestre. C'est très simple, hein, avec une introduction, vous introduisez le sujet. Dans le développement, vous répondez à la question qui est posée, hein, et puis vous avez la conclusion, vous donnez votre avis sur le sujet ou les perspectives qu'il peut représenter, hein, voilà. Donc le partiel, ce sera ça, qu'il soit en présentiel ou pas, il aura lieu de toute manière le 11 avril 2022, hein, entre 9h30, de 9h30 à 11h. Hein. Si jamais il était en distanciel, hein, bon, évidemment, soit vous pourrez le faire, alors comme j'ai fait au premier semestre de cette année, réellement entre 9h30 et 11h, donc selon un temps donné, ou alors vous le faites dans un temps limité aussi, mais évidemment de chez vous, on verra comment ça se passera. Moi, je suis incapable personnellement de vous dire depuis le début de cette histoire pandémique de coronavirus ce qui se passera dans les semaines à venir. Bien malin celui qui pourrait l'être, et moi je fais de l'histoire, je ne fais pas de vision futuriste, donc je ne peux pas vous dire ce qui se passera. Ce serait à mon avis risqué. Et depuis le début de cette histoire, vous avez bien compris que c'est la prudence qui est de mise dans tout cela, hein. Donc voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux ensuite vous dire sur tout cela? Donc, bien compris, début de séance 24 janvier, aujourd'hui, le partiel, donc le 11 avril, hein, et les résultats, le corrigé, tout ça, le 2 mai. De toute façon, ce sera la fin, à ce moment-là, du second semestre. Alors, je précise aussi que, bon, comme on va fonctionner à distance, et certains déjà d'entre vous l'ont fait, vous pouvez me questionner autant que vous voulez par mail, hein. Si besoin est, je peux aussi faire des visios explicatifs sur certains points, je l'ai déjà fait pour certains d'entre vous, où vous vous regroupez, c'est tout à fait disponible, hein, du moment qu'on prenne un rendez-vous, évidemment, pour cela, hein. S'il y a des questions aussi, voilà, je vois que vous êtes quand même 36, c'est bien, vous êtes la moitié du groupe, ce qui est tout à fait bien pour cette séance d'information de ce matin. Et, en tout cas, je vous remercie d'avoir pu vous libérer pour ça. Donc, si vous avez des questions, profitez-en ce matin, on a largement le temps de le faire. En plus, comme, si je puis dire, par bonheur, on est dans une séance en visio, si je puis dire, on a tout le temps, hein. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le petit chat de Google, vous les posez, je répondrai pour tout le monde. Et puis, si vous avez tout bien compris jusque-là, eh bien, on va continuer donc cette petite séance d'information. Donc, pour le partiel, hein, tout le monde a bien compris. Donc, comment cela allait donc fonctionner. Alors, concernant maintenant les aspects pédagogiques, hein, comment est-ce que je vais fonctionner? Alors, je fonctionnerai comme je le fais depuis le début des cours à distance, hein, c'est-à-dire que je vous enverrai le jour du cours, donc le lundi, hein, pour nous, je vous enverrai dans la matinée à chaque fois, donc le cours, en présentiel, enfin en distanciel asynchrone, comme on dit, hein. Ça, je vous l'enverrai, donc vous recevrez un lien. Alors le lien, c'est très simple, c'est une page YouTube. Alors il se trouve que j'avais créé, il y a quelques années, bien avant la pandémie, une page YouTube qui s'appelle Parlons Histoire,
sur lequel il y a tout un tas de vidéos historiques sur tout un tas de sujets différents. Et puis, j'y avais mis des fiches vidéo résumant mes cours. C'était un peu un test que je faisais. J'imaginais pas, quand j'avais lancé ça, je crois que c'était en 2017 ou en 2018, que, évidemment, on aurait une situation pareille quelques années après. Mais ces fiches de vidéos résumées existent toujours. Donc, je continue, bien sûr, de les diffuser, puisqu'elle résume en fait à chaque fois le cours, tout simplement, en à peu près 20 minutes. Et puis, la pandémie étant arrivée brutalement, même pour le confinement de mars 2020, eh bien, j'ai commencé à enregistrer, évidemment, mes cours à l'avance, comme c'était d'ailleurs demandé comme c'était demandé par l'administration. Donc, vous recevrez donc le lien qui correspond au cours, le plan, la bibliographie du cours et la carte illustrative. Et j'insiste beaucoup sur cet aspect de cartographie dans ce cours d'histoire de l'Europe centrale. Il y a une d'entre vous qui a posé des questions sur un atlas. Alors, comme vous avez mis votre webcam, je ne sais pas si c'était vous, Charlotte, puisque je vous vois là. Donc, si c'était vous qui m'aviez demandé cette question. Mais effectivement, un petit atlas pays d'Europe centrale. Oui, je vous écoute. Allez-y, oui, si vous voulez. Non, vous avez rouvert votre micro. Il est bien fait, il est assez cher quand même. Il est à 39,90. Voilà, je vous le dis quand même. Mais vous pouvez le trouver à la BU de Saint-Barbe. J'ai vu qu'il y était. Voilà, pour info. Voilà. Merci, je vous remercie, Charlotte. En effet, alors oui, alors il est effectivement, alors je vous le montre parce qu'il se trouve que je l'ai ressorti de ma bibliothèque, ça m'en profite. Alors malheureusement, je ne sais pas pourquoi Google fait ça, mais tout apparaît à l'envers. Donc je suis désolé, il apparaît à l'envers là. Mais bon, c'est cet atlas des pays d'Europe centrale et orientale qui est un peu ancien, de André et Jean Sellier. Et donc cet atlas, en effet, effectivement, sauf vous le trouvez aussi d'occasion, il ne sera pas à 39 €, j'espère. Et puis de toute façon, si vous, comme l'a dit Charlotte, vous pouvez le trouver en bibliothèque. Et c'est pas l'atlas obligatoire, je veux dire, c'est un atlas qui est bien fait, c'est tout. Et puis il n'y en a quand même pas énormément sur les pays d'Europe centrale et orientale. Donc c'est quand même utile, surtout que, alors dans ce cours, quand il était en présentiel, j'avais l'habitude de distribuer un petit questionnaire demandant de citer 10 pays d'Europe centrale et 10 capitales d'Europe centrale. Bon, là, on ne le fait plus, puisque ça serait vraiment fastidieux à organiser. Mais il est important surtout au début du semestre, de bien visualiser l'ensemble de ces pays. Peut-être tout le monde ne sait pas nécessairement où est la Slovaquie et où est la Slovénie, par exemple. Je veux dire, c'est voilà le genre de confusion qu'on peut faire assez fréquemment pour celles et ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a quand même toujours qui ne connaissent pas. Et le but, c'est un cours d'initiation dans une UE libre au pays d'histoire au pays d'Europe centrale et orientale. Donc le but, c'est aussi de faire connaître cet espace-là. Tout le monde ne sont pas des connaisseurs chevronnés de la chose. Donc c'est évidemment de vous donner, d'ailleurs comme dans l'autre cours que je donne sur les relations internationales, de vous donner, des notions de culture générale sur ces pays-là. C'est vraiment l'objectif numéro 1. Alors donc, sur ce plan pédagogique, donc je reviens là-dessus. Donc je distribue, donc j'envoie donc les lundis donc le cours lui-même, son plan, sa bibliographie, quelques indications bibliographiques et une ou deux cartes illustratives qui correspondent au cours. Donc là, par exemple, pour le premier cours, vous allez recevoir la carte, par exemple, de ce qu'était l'Europe centrale avant, donc c'est-à-dire évidemment une carte principalement d'une Europe des empires. Voilà. Alors, ça, c'est ce je vous envoie le matin même, et puis l'après-midi, je vous envoie ce que j'appelle le matériel pédagogique
hein, tout simplement. Alors là, c'est constitué d'une série de petits liens illustratifs que vous pourrez voir sur différentes chaînes YouTube que j'ai sélectionnées, qui illustrent en gros le propos du cours. Je vous envoie évidemment des cartes, je vous envoie aussi quelques images, si le cas se présente. Je vous envoie, alors là très important, parce que ça reste à mon avis fondamental, une fiche, donc une fiche résumé du cours, une fiche papier, hein, je précise, donc qui est en Word hein, ou en PDF, je crois. Donc, il vous résume les principaux points du cours à retenir en vue du partiel. Hein. Donc ça, c'est important. Et puis, je vous envoie le plan du cours de la semaine suivante. Voilà. Voilà ce que je vous envoie dans la deuxième partie du cours, qui est envoyé donc chaque semaine. Donc 2 envois par semaine, un du cours lui-même, hein, et 2, un envoi avec le matériel pédagogique. Hein, voilà. Donc pour bien illustrer tout cela. Est-ce que tout ça c'est bien clair pour tout le monde? Voilà. Je pense que vous n'avez pas l'air d'être perturbé par ça. Enfin bon, c'est un moyen assez clair. Merci pour ceux qui le confirment. Merci Yulia. Donc, j'ai bien noté. Charlotte, je vous ai vu acquiescer. Merci. Voilà, d'accord. Ok. Donc tout le monde semble bien avoir compris toute cette façon de faire. Et ben donc c'est parfait. Alors aujourd'hui, donc, dans ce que je vais vous envoyer, ça va être évidemment un peu différent. Hein. C'est-à-dire que je vais vous envoyer, donc évidemment, dans la journée, hein, j'espère d'ici la fin de la matinée, début d'après-midi, le premier cours. Hein, donc qui est entièrement formaté, vous le verrez, c'est un peu. Alors ces cours, je veux dire, je les ai montés. Hein, c'est pas du tout comme ce qu'on est en train de faire où je suis là devant vous dans un monologue grisâtre, etc. Hein, ça n'est pas du tout ça. Il s'agit vraiment d'un montage que j'ai fait moi-même. Alors vous verrez mes talents. Alors je suis pas un YouTuber frénétique, c'est pas monétisé, je vous précise. Donc vous ne serez pas assuré de publicité abominable sur ces petites vidéos d'1 h 30. Et puis donc avec des illustrations, de la musique, etc. Et puis évidemment après il y a moi qui parle. Bien sûr. Donc vous verrez. Et puis donc, ah oui, j'oubliais également, dans le matériel pédagogique envoyé, en plus de la fiche papier que je vous envoie, il y a également donc la fameuse fiche vidéo hein, qui dure 20 minutes. Alors c'est la même chose, hein, je précise, parce que souvent on me pose la question, est-ce qu'il faut réviser systématiquement les fiches vidéo du cours et les fiches papier? Non, vous pouvez parfaitement choisir. Si vous préférez l'écrit, vous travaillez sur la fiche papier que je vous envoie, ou si vous préférez, c'est plus facile pour vous de voir de la vidéo et la retenir, vous regardez la fiche vidéo, hein, tout simplement, voilà, qui dure environ 15-20 minutes, qui est censé résumer précisément le cours. Hein, voilà. Voilà donc sur l'organisation. Alors aujourd'hui, donc, vous recevrez donc le cours. Et bien sûr, je vais renvoyer quand même par acquis de conscience le calendrier que vous avez reçu. Et bien sûr, vous recevrez aussi le plan du cours d'aujourd'hui, hein, qui porte donc sur l'Europe centrale à la veille de la guerre de 14-18, hein, l'histoire de la fin d'un empire. Alors à chaque fois, ça se présente sous un fichier, je vous l'ai dit, de 2 pages, hein, enfin, qui est donc avec le plan, hein, quelques indications bibliographiques supplémentaires de la bibliothèque générale dont je vais vous parler maintenant, et puis de cartes illustratives. Hein. Et puis je vais vous envoyer aussi la bibliographie correspondant au cours, au cours du semestre, hein, c'est-à-dire toute une bibliographie que j'ai remise à jour. Hein. Donc voilà, alors ça, je vais vous l'envoyer par mail hein, aussi. Bon, évidemment, on ne peut pas voir les détails. Hein. Bon, évidemment, il ne faut pas tout lire, tout acheter, etc. etc. Hein. Et j'ai surligné sur cette biblio que je vais vous envoyer en caractère noir hein, les livres qui me semblent les plus, les plus intéressants hein, sur la question. Alors j'ai essayé de mettre à jour et alors donc je vous ai cité tout à l'heure cet atlas, mais il n'y a pas que celui-là, hein, bien sûr. Vous avez des livres plus anciens, par exemple, que vous trouverez. Attendez, je vérifie, je ne dis pas
quand même deux choses incongrues. Voilà. Il y a des livres donc qui devraient vous intéresser. Bon, j'ai mis quelques que sais-je aussi sur certains pays d'Europe centrale. Ça peut être intéressant. Il y a des livres sur certains pays aussi, des livres sur l'Europe centrale en général. Alors moi, je vous conseille quand même, hein, c'est de comment dire, peut-être pour commencer, de prendre un ou deux ouvrages généraux sur l'histoire des pays d'Europe centrale et orientale. Il y en a quand même un certain nombre. Ça vous donnera quand même une vision synthétique. Hein, vous le verrez dans la bibliographie. Et puis, vient de sortir, et là, j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qui vient de sortir d'une collègue. Alors, c'est écrit à l'envers, et je m'en excuse encore une fois, je l'ai mis dans la biblio, parce que ça vient de sortir. Hein. Alors l'historienne s'appelle Catherine Horel, Horel, c'est une collègue de l'Université Paris 1, et à l'envers, vous verrez, c'est Histoire de la nation hongroise. Hein, voilà. Ça vient de sortir chez Talandier. Alors ça coûte 23,90 €, mais vous pouvez le trouver. Alors si ça paraît à l'endroit pour vous, bah, je suis très content. Merci de me le dire, c'est sympa parce que donc peut-être ma webcam est bizarre. Enfin bon, je suis sur un portable Dell fourni par notre chère université, donc je suis pas sur mon matériel perso. Mais bon, c'est pas grave. Donc si ça sort à l'endroit, j'en suis ravi. Donc ce livre est intéressant. Il fait une bonne synthèse de l'histoire de la Hongrie. Alors c'est l'histoire de la Hongrie depuis les origines. Alors vous le verrez, que dans ce cours, on parlera beaucoup de ce pays d'Europe centrale, pour un certain nombre de raisons, parce que d'une part, il a tenté de s'émanciper du bloc socialiste d'une façon très dramatique en 1956, et puis également, parce que bon, il touche pas mal en fait, à la fois pour l'entre-deux-guerres, hein, et à la fois pour la période des années donc de la période de la guerre froide, hein, après 1945, bon, il est assez relié, si vous voulez, sur les deux tranches en fait, hein, entre deux guerres et période de la guerre froide, donc à tout notre propos. Donc ça peut être intéressant de lire. Évidemment, vous lirez là. Concentrerez plus sur la partie de la période contemporaine, parce que bon, bah, là, notre collègue reprend, c'est un ouvrage de synthèse, reprend l'histoire de la Hongrie depuis les origines. Et les origines, ça nous ramène quand même à avant l'an 1000. Donc évidemment, c'est pas le sujet du tout du cours, même si on pourra certainement en parler. Hein. Donc voilà à peu près le cadre global, et donc je vais alors à présent, alors attendez, je vais revenir dans mon petit schéma et je vais donc vous partager une carte. Donc alors du moins je vais essayer de le faire parce que tout à l'heure ça fonctionnait. Alors donc je voudrais vous partager une. Voilà. Alors, on va y arriver. Est-ce que ça fonctionne? Alors, non. Je voudrais vous partager une carte. Alors, on va essayer de faire mieux. Voilà. Voilà. Alors, donc, est-ce que... Alors, attendez voir. Je vais sortir de là et je vais... Alors, 2 secondes. Interruption technique. Alors, voilà. Voilà, j'avais oublié d'ouvrir la carte et là je pense que maintenant ça va bien marcher. Je l'ai fait tout à l'heure. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Toc. Ah, voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien tous cette carte qui est à l'écran? Voilà. Si vous ne la voyez pas, vous me le dites. Ouais, alors attendez. Toc. Oui, je vois comment dire, un cœur de oui. Eh bien, merci beaucoup. Alors,
Donc là, vous avez sous les yeux ce dont on va traiter pendant tout le semestre. Donc c'est ce que j'appelle moi une carte de l'Europe centrale au sens large du terme. Donc cette carte donc, de l'Europe centrale va comprendre, si vous voulez, ce qu'on définit comme étant la Mittel Europa. Alors principalement, si vous voulez, ce sont les pays que vous voyez de façon colorisée. L'Allemagne, évidemment, n'est pas un pays d'Europe centrale. Je commence par le nord. C'est un pays spécifique, donc qui a une partie de son histoire liée à l'histoire de l'Europe centrale, parce que vous le savez, il a été divisé en deux pendant la période de la guerre froide, avec la République démocratique allemande d'un côté et l'Allemagne de l'Ouest de l'autre côté. Mais ce que nous allons appeler Europe centrale dans notre propos, si vous voulez, du nord au sud, ça va donc recouvrir ce qu'on appelle l'ensemble des pays baltes que vous voyez là, mais rassurez-vous, je vous redonnerai la définition de toute façon, c'est-à-dire la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, qu'on ne voit même pas parce qu'elle est plus au nord ici, si vous suivez ma souris. Il y a ce grand pays, ensuite, que l'on trouve au nord, qui est donc la Pologne, Pologne qui, je vous le rappelle, avait disparu suite au démantèlement de l'empire de Napoléon Ier. C'était le duché de Varsovie, on appelait comme ça, jusqu'en 1815. Ensuite, bon, comme vous le savez, l'empire de Napoléon Ier s'effondre et la Pologne repasse sous la domination intégrale de la Russie. Oui, alors j'entends un micro qui se... Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite... Si vous souhaitez dire quelque chose, vous pouvez intervenir à tout moment. On peut, bien sûr... Alors, ensuite, bien sûr, plus au sud, nous avons ici un ensemble qui s'était constitué par la Bohème-Moravie, donc que l'on appelle aujourd'hui la République tchèque. Et puis cet autre ensemble ici à l'est, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la Slovaquie. La Slovaquie, donc capitale Bratislava, que vous voyez ici, et qui a formé pendant l'entre-deux-guerres ce qu'on appelait la Tchécoslovaquie, aussi pendant la guerre froide aussi, et jusqu'au début des années 90, date à laquelle ces deux pays sont redevenus indépendants. Rassurez-vous, on verra tout cela en détail. Donc la Pologne, capitale Varsovie, la Tchéquie, capitale Prague, la Slovaquie, capitale Bratislava. On continue de descendre sur notre petite carte de l'Europe centrale. On a l'Autriche, que vous voyez à gauche, qui était le siège de la capitale Vienne, la capitale du fameux empire d'Autriche-Hongrie, dont il sera largement question dans le premier cours. Et puis, à l'est de l'Autriche, il y a la Hongrie, dont je vous parlais tout à l'heure, avec ce bouquin, rédigé par ma collègue, là, capitale Budapest. Alors, cet ensemble, Autriche-Hongrie, a été, pendant une bonne partie du XIXe siècle, et puis même avant, c'était l'Empire d'Autriche, a formé un immense empire, si vous voulez, qui recouvrait une bonne partie des pays que je suis en train de vous détailler là. Tout cela, vous l'aurez en détail, bien sûr, dans le cours qui suivra. On descend un peu plus bas, et alors plus bas, qu'est-ce que c'est? Alors plus bas, c'est plus vraiment, si vous voulez, ce qu'on appelle l'Europe centrale, c'est une zone qui s'appelle les Balkans. Alors les Balkans, pour, si vous voulez faire simple, c'est ce qui forme, de façon simplifiée, l'ancienne Yougoslavie. C'est-à-dire ces pays qui étaient situés au sud, au sud-ouest de la carte que vous voyez là, qu'on appelle les Balkans de l'Ouest, parce qu'ils sont à l'ouest évidemment de la Russie, si vous voulez. Et ces pays-là, comme vous le savez, la Yougoslavie n'existe plus, elle a été dissoute pendant une guerre civile qui a duré 10 ans, de 1990 au début des années 2000. Et de cette guerre est née, si vous voulez, une multitude d'États qui existaient avant la guerre de 14, je le précise. Et ces États sont du nord au sud, la Slovénie, dont je vous parlais tout à l'heure, tout petit pays au nord, là, la Croatie,
que l'on voit ici, un peu en forme de U, si vous voulez. La Bosnie-Herzégovine, dont il a été tant question, rappelez-vous, il y a quelques mois, notamment au sujet de troubles qui avaient, on en a parlé dans les médias, je veux dire dans les médias, les gros médias, comme on dit. Bosnie-Herzégovine, capitale Sarajevo. Un petit pays au sud de la Bosnie-Herzégovine qu'on appelle le Monténégro. Et puis, à l'est, il y a un pays relativement important qui est la Serbie. La Serbie qui était déjà un petit État indépendant avant la guerre de 14. Tout cela, on le retrouvera dans le premier cours. Et puis ici, nous avons au sud un petit État qui s'appelle le Kosovo, qui n'a pas encore tout à fait le statut d'État indépendant, si vous voulez, mais qui est ce qu'on appelle un État indépendant autoproclamé. Et puis, plus bas, la Macédoine, qui faisait partie, elle aussi, de l'ex-Yougoslavie. Alors, dans cet ensemble-là, donc, ce sont les Balkans de l'Ouest, que l'on appelle donc l'ex-Yougoslavie. C'est important, on en parlera également durant ce semestre. Il en reste d'autres. Alors, les autres, c'est quoi? C'est l'Albanie, petit État qui est resté indépendant depuis toujours, c'est-à-dire depuis à la fois l'après-guerre de 14-18, il ne s'intégrera pas dans le royaume de Yougoslavie, puis il ne s'intégrera pas non plus après 39-45 dans la Yougoslavie du maréchal Tito, la Yougoslavie communiste de Tito. Il restera indépendant. C'est un État qui sera communiste de façon très très sévère et orthodoxe pendant toute la période de la guerre froide, et qui sera un des derniers d'ailleurs à se désenclaver du communisme dans les années 90. Pourquoi est-ce que l'Albanie n'est pas intégrée avec tous les autres dans l'histoire de la Yougoslavie? Pour une raison très simple, c'est que les Albanais sont des Illyriens, si vous voulez, que c'est un peuple qui, sur le plan linguistique, et culturel, et complètement indépendant, si vous voulez, de tous les autres. Alors, on va détailler le calendrier tout à l'heure. Je fais une séance, ne l'oubliez pas, dans les toutes premières séances, je vais vous donner la date d'ailleurs, qui est très importante, qui est sur les minorités. Cette séance aura lieu le 7 février, sur la question des minorités. Donc celle-là, vous la recevrez par mail comme d'habitude, le cours évidemment c'est préenregistré, mais c'est une séance importante parce que la dimension des minorités, si vous voulez, dans tout cet ensemble que je suis en train de vous montrer là, est absolument fondamentale, et pas que dans les Balkans. C'est quelque chose, une question importante qui va naître beaucoup de la question des traités de paix, qui sera abordée le 31 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc, important, la dimension des minorités, ne l'oubliez pas, parce que c'est quelque chose, si vous voulez, qui est déstabilisant dans un ensemble géographique, vous l'avez bien compris, complexe, que vous voyez là sous vos yeux, et qui va naître après la guerre de 14-18. Si vous voulez, en gros, pour faire simple, avant la guerre de 14-18, c'est très simple, parce que c'est une Europe centrale des empires, empire allemand, empire d'Autriche-Hongrie, etc. Après, tout éclate, et ça devient compliqué. Voilà, donc je caricature, mais c'est un peu l'idée quand même. Donc, l'Albanie, à retenir, donc indépendante de l'ensemble yougoslave, ex-yougoslave. Et puis à l'Est, il y en a deux autres quand même considérables. Il y a la Roumanie, qui était un petit État lié à l'histoire des Balkans avant la guerre de 14-18, et qui, après la guerre de 14-18, va devenir un grand État avec, si je puis dire, deux ancrages, l'un en Europe centrale, pour toute cette partie au nord, ici que vous voyez, qu'on va appeler la Transylvanie, qui était une région montagneuse qui appartenait avant au royaume de Hongrie, ce sera détaillé dans le cours, ne vous inquiétez pas. Et puis au sud, il y avait une partie ici, si vous voulez, au bord du Danube, là, qui était plus ancrée dans l'histoire des Balkans. Enfin, au sud, là j'insiste beaucoup sur cet état-là, il y a la Bulgarie. C'est le dernier de la liste. Alors la Bulgarie, c'est spécifique pour tout un tas de raisons. C'est un État peuplé de Slaves, tout comme les Yougoslaves, pareil qu'on a vu tout à l'heure, mais il va rester indépendant, cet État-là. Capitale donc Sofia.
il reste indépendant depuis toujours, hein, si vous voulez. Il va devenir indépendant de l'Empire ottoman, parce que l'Empire ottoman occupait une bonne partie de la région, j'y reviendrai, pendant le XVIIe, XVIIIe, jusqu'au XIXe siècle. Au XIXe siècle, pour faire court, une bonne partie de ces États du Sud vont se devenir, et les Grecs aussi, hein, vont devenir indépendants de l'Empire ottoman. Hein, et la Bulgarie va être un petit royaume qui va réapparaître. Il existait au Moyen Âge, hein, donc après des siècles d'occupation ottomane, si vous voulez, va devenir un État indépendant. Et sa spécificité, c'est pour ça que j'insiste un peu sur la Bulgarie maintenant, c'est que de tous les États qu'on vient de voir, bon, à part évidemment l'ensemble austro-hongrois, hein, bien sûr, c'est le seul, si vous voulez, qui va être allié 2 fois de suite de l'Allemagne. Il sera allié des puissances centrales dans la guerre de 14-18, hein, la Bulgarie, et également allié aussi, enfin des États satellites du Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un État spécifique, on aura l'occasion d'y revenir, mais je souhaitais d'ores et déjà vous l'indiquer. Et puis, alors, on a bien sûr ce qu'on appelle, si vous voulez, ce que je citerai comme étant l'Europe centrale en grand. Hein, si vous voulez. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Europe centrale en grand, hein, ben, ça va être les autres États, et vous le verrez, ils entrent dans la définition. D'autres États que vous voyez là, parce que là, ce que je vous montre sous les yeux, c'est l'Europe centrale aujourd'hui, hein, on est bien d'accord. Hein. Ça va un peu bouger, vous le verrez, sur la période entre deux guerres et guerre froide, bien sûr. Hein. Mais néanmoins, c'est à peu près la même carte, hein, si vous voulez. Alors, vous avez ici, à l'est de la Roumanie, un État qui s'appelle la Moldavie. Alors cet État, la Moldavie, il faut que vous sachiez que dans la période après la guerre de 14-18 et jusqu'à 1939, bah, c'était une province de la Roumanie. Hein. C'était rempli de gens qui parlent le roumain, si vous voulez, ça faisait partie de la Roumanie. Quoi. Et alors là aussi, vous le verrez dans les cours qui vont suivre, hein, je ne vais pas tout vous dévoiler. En 1939, il y a le pacte germano-soviétique, hein, conclu entre Hitler et Staline. Hein. Et dans ce pacte germano-soviétique, c'est bien connu, vous avez dû le voir dans le secondaire, l'Allemagne et l'Allemagne nazie et l'URSS de Staline vont se partager la Pologne. La pauvre Pologne va à nouveau disparaître, bon voilà. Mais ils vont aussi se partager une partie des pays baltes qu'on a vu au nord. Et puis ici, un morceau de la Roumanie est attribué à l'URSS. Et c'est pour ça, si vous voulez, que la Moldavie est restée un État de l'URSS jusque le début des années 90 et la fin de l'URSS. Hein. Quand l'URSS disparaît, si vous voulez, et là, vous voyez voir, on met les pieds dans la plus cruciale actualité, hein, eh bien, quand l'URSS disparaît en 1991, des États comme la Moldavie, comme l'Ukraine, hein, c'est pour la bonne bouche, et bien sûr, l'Ukraine dont il est tant question à l'heure actuelle, la Biélorussie, hein, dont il est également pas mal question, eh bien, vont devenir des États indépendants de la Russie. Hein, de la Russie qui naît en 1991. Tout ça aussi, bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des situations de tension qui existent. Alors, bon, je ne reviens pas sur ce que j'avais introduit tout à l'heure sur la question de la Biélorussie, hein, mais tension avec l'Ukraine. Vous savez que l'Ukraine, il y a une partie qui est russophone, une autre partie qui ne l'est pas. Hein. La partie russophone s'est autoproclamée indépendante depuis le milieu des années 2010, hein, 2014, après la révolution de Maïdan. Hein. Bon, là, je vous fais du journalisme, hein, mais il faut aussi voir, hein, et vous le verrez dans ce cours, que bien sûr, nous ferons constamment, hein, des allers-retours entre l'actualité, hein, et l'histoire. Hein, parce que c'est ça aussi, si vous voulez, l'histoire. L'histoire ne sert pas à être utilisée, instrumentalisée, tellement entendu parler ces derniers temps dans notre campagne présidentielle. Non, l'histoire, selon moi, modestement, hein, c'est que cet avis n'engage que moi, comme on pourrait dire, mais sert surtout à éclairer les problèmes du présent. Et c'est déjà bien, quand on arrive, en analysant ce qui s'est passé dans le passé, d'arriver un peu à éclairer le présent. C'est modestement l'ambition de l'historien, enfin, en tout cas selon moi.
Donc, ces pays-là, évidemment, qui étaient des pays membres de l'URSS, sont, par extension aussi font aussi partie, hein, de façon étendue, même si on en parlera moins bien sûr, donc, de, la définition, des pays d'Europe centrale et orientale que je vous donnerai, tout à l'heure, hein. Donc voilà cette carte. Alors cette carte, je vous l'enverrai, dans l'envoi d'aujourd'hui, je pense qu'elle est utile et puis vous verrez de toute façon, j'envoie beaucoup de cartes parce que je pense que c'est fort utile. C'est quand même difficile si vous voulez de forcément quand on connaît pas de faire le lien entre la petite Slovénie que vous voyez ici, hein, qui est en fait un petit État alpestre, hein, qui avant faisait partie de l'Autriche, hein, et puis, la Slovaquie, hein, qui est ici au nord de la Hongrie, qui avant faisait partie, du royaume de Hongrie, si vous voulez, hein. Vous voyez, donc tout ça, c'est une carte complexe. C'est important de bien visualiser les choses. Et comme on pose tous les ans la question, non, je ne mets pas de carte muette dans le partiel. Je vous rassure, ma seule ambition, c'est que par contre, que vous visualisiez bien les différents pays. C'est vrai que pour s'amuser, on pourrait distribuer une carte muette en début de semestre, dans un semestre en présentiel, et vous demander de mettre les noms des pays à côté. Bon, c'est vrai, oui. Bon, mais là, bon, on est un peu dans des contraintes qui font que on ne peut pas. Voilà. Donc vous voyez, voilà. J'espère que tout le monde a bien vu cette petite carte. Je vais revenir maintenant. Vous allez retrouver mon visage pour donc on va se diriger vers la fin un peu de cette présentation. Alors je ferme. Toc, toc. Voilà. Je pense que tout le monde. Voilà, on est revenu dans le présentiel. Voilà, enfin, la webcam. Alors, ensuite, comment, comment dire, terminer ce tour d'horizon de ce matin et avant de peut-être passer à d'éventuelles questions que vous pourriez avoir, hein. Donc, je vous rappelle que je mettrai en ligne, hein, cette petite vidéo de ce matin. Elle s'ajoutera évidemment aux cours qui vont se succéder. Alors, concernant si vous voulez, le plan, le déroulé du semestre, hein, des différents thèmes que l'on va aborder, hein. Alors, est-ce que vous avez, jusqu'à petit point d'étape, est-ce que sur tout ce que je vous ai raconté là depuis tout à l'heure, hein, je suis véritable presque une heure maintenant de moulin à parole, si on peut dire. Est-ce que vous avez des questions? Je vous rappelle que c'est le moment privilégié. On pourra réorganiser, si vous le souhaitez, d'ailleurs à la demande, des séances à mi-parcours du semestre de ce genre. Ça ne me dérange pas. Moi, je suis tout aussi frustré que vous de ne pas être dans une salle pour vous, comment dire, pour vous donner, vous voir en réel et revenir dans le présentiel. Mais enfin, malheureusement, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions éventuelles? Bonjour, Oui, oui, j'ai une Charlotte, oui. question. Comme vous allez nous donner plein de choses très bien, apparemment encadrées, comment dire? Euh, le mieux, c'est d'apprendre au fur et à mesure les choses, mais est-ce que, au fur et à mesure des cours, est-ce qu'il y a une question de synthèse qui peut être, bon, que chacun peut avoir le droit ou pas de préparer ou l'envie de préparer pour anticiper le cours, je sais pas comment dire, pour savoir si on sait en fin de compte, je sais pas comment vous expliquer. Ah Euh, bah, oui, après on est autonome, on apprend à notre manière, mais s'il n'y a pas une question, une problématique d'un cours à un autre, pour, alors pour si vous, anticiper, oui, alors enfin, je sais si pas. ça, vous pouvez très bien, puisque vous avez de toute façon comment dire, le déroulé du semestre, hein, donc vous pouvez très bien préparer le sujet avant. Oui, Ça, vous pouvez d'accord. très bien le faire. Ça après, c'est effectivement chacun s'organise un peu Oui, c'est ça. comme il le souhaite, hein. Aussi, parfois, cette question m'avait été posée, c'est déjà arrivé, mais même à l'époque du présentiel. Si vous souhaitez, mais alors évidemment non doté, que je vous donne à mi-parcours, pour celles et ceux qui le souhaitent, un sujet de mini-dissertation à faire pour vous entraîner. Moi, il n'y a aucun problème. Alors ça, je suis tout à fait d'accord, hein. Il suffit simplement de me le D'accord, demander et moi je vous le donne. Moi, vous me le demandez et je vous donnerai un petit sujet de synthèse avec plaisir. Oui, 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 ce ne d'accord. sera pas noté, ce sera une note Oui, indicative, je ne sais pas, mais je veux dire, oui, on peut le faire.
Oui, oui, bien sûr. Oui, on peut faire beaucoup de choses, hein. Et du moment que vous me demandiez ce que vous souhaitez, moi, je suis tout à fait ouvert à tout ce que vous voulez, hein. Pour la petite histoire, ce cours est dans sa 22e année d'existence, je vous le dis quand même, à la Sorbonne Nouvelle. Alors, j'en étais un des co-créateurs, je ne vais pas dire créateur, un peu exagéré, mais enfin, en 2000. Hein, et donc, à l'époque, il était rattaché à l'UFR de LEA. Hein, et ensuite, il a basculé dans le BET, les yeux libres. Mais c'est toujours le même, hein. Enfin, toujours, enfin, vraiment, j'ai adapté, hein, mais bon, voilà, c'est un cours donc relativement ancien, si on peut dire, dans cette maison. Voilà. Alors ça, c'est pour votre information perso. Alors, donc, le plan est plutôt chronologique, hein, j'essaie de faire de façon la plus simple possible, et on part donc de 1914, hein, de la guerre de 14-18, où vous le verrez dans le cours, une présentation succincte de ce qu'était évidemment cette Europe centrale des empires avant, hein, la guerre de 14, hein, avec à l'Est évidemment l'immense empire russe. Alors la Russie ne fait pas partie des pays d'Europe centrale, évidemment que non. Vous savez bien que la Russie, c'est le cas de le dire et de le rappeler, parce que c'est quand même un peu d'actualité ces jours-ci, c'est, ne l'oubliez pas, une puissance eurasiatique. Il ne faut pas l'oublier, ça. Parce que bien souvent, dans les analyses, on voit la Russie, en gros, Moscou et la partie européenne. Ben non, hein, pas du tout. Et il faut jamais l'oublier parce que, certes, après l'URSS, c'est une grande puissance déchue, hein, ça, c'est tout à fait clair. Mais comme vous le savez, il y a quand même une nette volonté de retour, comment dire, sur la scène internationale, hein, en passant par, et je passe sur les événements récents de la reprise en main de la Crimée, hein, y compris sur ce qui s'est passé aussi vers 2008 dans le Caucase. Bon, là, on ne va pas faire de géopolitique, hein, mais il faut bien garder ça à l'esprit. Et même avant 1914, c'est un État, ça reste l'État le plus grand du monde, hein, parce qu'une large partie est en Asie. Il y a des frontières quand même avec ça va, si vous voulez, quand même, en gros, de Moscou, voire un peu plus à l'ouest, hein, jusque la mer du Japon, hein, quand même. C'est gigantesque, hein. Et c'est déjà le cas en 1914. Et c'est donc un de ces grands empires, hein, bien sûr, dont il sera question sur la partie avant 14. Puis il y a les empires jeunes, hein, bien sûr, l'empire allemand, bien sûr, empire jeune, hein, né en 1870-71, hein, vous le savez. Et puis, bien sûr, un autre empire qui apparaît jeune, qui est l'Autriche-Hongrie, parce que né du compromis austro-hongrois de 1867, mais en fait, il s'agit du vieil empire d'Autriche qui existait depuis très longtemps, et encore plus loin avant de ce qu'on appelait le Saint-Empire romain germanique. Saint-Empire romain germanique, si vous voulez, qui est créé au Xe siècle de notre ère, hein, c'est quand même très loin, et qui disparaît quand même sous les coups des conquêtes de Napoléon Ier, hein, sous les coups des conquêtes de Napoléon Ier, donc au tout début du XIXe siècle, hein, où Napoléon mettra un terme à l'existence du Saint-Empire romain germanique, ce sera ensuite l'Empire d'Autriche, hein, puis l'Empire austro-hongrois. Mais tout ça, c'est la même lignée, c'est donc un très très vieil empire. Plus au sud, hein, et vous le verrez dans le premier cours, hein, évidemment je ne vais pas le faire, un doublon ici du premier cours, ça c'est impossible. Il y a bien sûr un autre empire dont qu'il faut ne pas oublier, même si il est évidemment en Asie, essentiellement en Asie, hein, c'est évidemment l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui existe toujours depuis le XVe siècle et qui va disparaître, hein, au profit donc des suites de la guerre de 14-18, hein, vous savez, qui sera dissous, hein, cet empire ottoman, on en reparlera, c'est important, au profit de la naissance évidemment de la Turquie moderne, hein, et il sera démembré. Alors on ne va pas voir le démembrement de l'Empire ottoman au Proche-Orient, hein, ça je l'ai fait dans mon cours d'histoire des relations internationales, mais bien sûr, ça concerne beaucoup les Balkans, hein, dont on parlera. Donc c'est important aussi de mentionner. Empire russe, empire allemand, empire jeune donc, empire d'Autriche-Hongrie, qui est un vrai faux empire jeune, et puis l'Empire ottoman.
Donc c'est une carte qui est beaucoup plus simple avant 14. Tout ça éclate. Vous savez que la Russie disparaît du jeu en 1917 parce qu'il y a la révolution bolchevique. On en parlera en détail. Et que l'Allemagne va être relativement réduite en taille, et l'Empire d'Autriche-Hongrie, lui, il disparaît complètement. Il y a une Autriche qui va naître, et puis un royaume de Hongrie qui va être considérablement réduit en taille. Ça aussi, ce sera développé. Donc, on voit donc dans le premier cours cette Europe centrale à la veille de 14-18, ce qu'elle est. Et puis, bien sûr, dans les détails que vous recevrez tout à l'heure, on aborde les conséquences de la guerre de 14-18, et puis après, je vous fais un déroulé, un peu comme je l'ai fait tout à l'heure, mais de façon sans doute plus détaillée, de la liste des pays qui vont composer ce que l'on va appeler cette première renaissance un peu de l'Europe centrale. Il y a, si vous voulez, on pourrait résumer comme ça, 3 recompositions de l'Europe centrale. Il y en a une en 1918-1919, il y en a une autre, évidemment, qui naît entre 45 et 48, c'est-à-dire la naissance du bloc de l'Est, donc le début de la guerre froide. Puis la troisième, c'est celle qui va naître de la chute du mur de Berlin en 89, au début des années 90, c'est-à-dire le retour, ce qu'on a appelé le retour de l'Europe centrale, libre et indépendante, qu'on avait connu au début des années 20. Et jusqu'à présent, on est toujours à peu près dans ce sillage-là, même si, comme vous le savez, eh bien oui, sur, si je puis dire, la bissectrice qui va sur les 30 dernières années, eh bien un certain nombre d'États d'Europe centrale et orientale sont devenus ce qu'on définit comme des démocraties illibérales, entre guillemets, des États un peu plus autoritaires, qui restent des démocraties, bien sûr, mais qui ont pris des tendances quelque peu autoritaires. Vous savez très bien lesquelles, c'est la Pologne, et c'est la Hongrie, c'est pas moi qui le dis, vous le trouverez dans tous les commentaires possibles et imaginables, partout. Voilà, mais ça, on ne l'aborde pas, parce que nous nous arrêtons au début des années 90, c'est-à-dire en plein moment de grande libération de tout cela. Le second cours, 31 janvier, sera, alors là, vraiment important, c'est sur les traités de paix. Qu'est-ce que c'est qu'un traité de paix? Je vous en donnerai la définition à l'occasion. Et puis, qu'est-ce que c'est surtout ces traités de paix pour nous? C'est justement ce qui va permettre le redécoupage de la carte de l'Europe centrale. C'est-à-dire que ces empires sont découpés, voire dissous, au profit de la naissance de la carte de l'Europe centrale. Et qu'est-ce qui justifie dans le droit international ces nouveaux États qui naissent? C'est justement les fameux traités de paix. On les verra en détail, traité de Versailles qui concerne l'Allemagne, traité de Saint-Germain pour l'Autriche, traité de Neuilly pour, là je vous cite de tête, imaginez, enfin je les connais par cœur évidemment, ça serait quand même dommage, traité de Neuilly pour la Bulgarie, et puis surtout un traité tout à fait important quand même, il faut bien retenir, c'est le traité de Trianon, 4 juin 1920, qui va concerner la réduction considérable de la taille de la Hongrie, et au profit, alors là vraiment de l'agrandissement et de la naissance de tout un tas d'États. Voilà. Sachez que sur cette carte, quand même, on distingue aussi, vous le verrez, on en reparlera, les États recréés, la Pologne, ça c'est tout à fait clair, un siècle de disparition ou presque, et puis aussi des États nouveaux qui n'existaient pas, c'est-à-dire la Tchécoslovaquie. Tchécoslovaquie, sa naissance est le 28 octobre 1918. Alors je dis toujours tous les ans 28 octobre 1918. Pourquoi? Parce que je suis né un 28 octobre. Alors évidemment pas en 1918, évidemment ça fait toujours sourire, mais 28 octobre, voilà, c'est pour ça que je le retiens. Enfin, c'est aussi bête que ça, quoi. Donc avant, il n'y avait pas. Avant, vous aviez la Slovaquie, c'est de s'appeler la Haute-Hongrie, si vous voulez, vous verrez dans les détails des cours. Et puis la partie tchèque, c'était ce qu'on appelait la Bohème. La vieille Bohème-Moravie qui faisait partie des États électeurs dans le Saint-Empire romain germanique, des États très anciens. Ce qu'on appelle aujourd'hui de ce terme horrible de Tchéquie. Moi, je préfère République tchèque parce que Tchéquie, je trouve ça moche. Enfin bon, ça c'est une question personnelle. Donc les traités de paix, très importante, séance 31 janvier. Et le 7 février, donc, là, c'est la question vraiment qui est centrale parce que un de vos camarades me disait, mais alors quelle différence y a-t-il entre votre cours d'histoire des relations internationales, finalement, que je fais au premier semestre, et celui-là? J'ai dit, celui-là, évidemment, il est plus recentré sur l'Europe centrale, évidemment, c'est le cas de le dire. Donc, on n'aborde pas les aspects
externe à cette zone centre-européenne. Et néanmoins, il y a en plus cet aspect particulier sur la question des minorités. Ça, c'est très important parce que tous les traités de paix comportent un chapitre sur les minorités, donc la question des minorités a bien été vue. Et pourquoi ces minorités sont importantes dans cette séance? Parce que tout simplement, et vous le verrez en détail, il y a le redécoupage de la nouvelle carte de l'Europe centrale fait que les minorités, si vous voulez, qui n'existaient pas avant la guerre de 14-18, bien, vont apparaître. C'est-à-dire que des États réduits, des minorités hongroises, des minorités allemandes qui vont apparaître un peu partout, et ça va être, et vous le savez bien, un des facteurs de déstabilisation, notamment dans les années 30. Seul exemple que tout le monde connaît, c'est la fameuse crise de Munich, la crise de 1938, la dite des Sudètes, que Hitler va utilisée, c'est-à-dire cette minorité allemande des Sudètes en Tchécoslovaquie, pour justement l'instrumentaliser, pour s'emparer de la Tchécoslovaquie. Bon, c'est un cas d'école, je pense quand même que dans le secondaire, après je ne sais pas si vous avez fait de l'histoire avant, mais on aborde encore quand même ce genre de choses. La crise de Munich, c'est fondamental pour la comprendre. Voilà, donc ça c'est important, séance importante vraiment. En plus, je fais dans cette séance un listing, si vous voulez, entre les minorités d'hier et ce que j'appelle les minorités d'aujourd'hui ou du moment que l'on aborde dans les années 20. Les minorités d'hier étant bien sûr le catalogage de toutes les minorités qui existaient en Europe centrale, bien sûr minorité juive avec ce qu'on appelait la région du Yiddishland, où je vous passerai une carte d'ailleurs de ce fameux Yiddishland, ce que c'était, minorité tzigane aussi, mais aussi minorité musulmane bien sûr pour le sud, pour les Balkans, pour la région de la Bulgarie. Tout ça est détaillé, vous verrez dans cette séance, avec des extraits musicaux que je tiens à votre disposition d'ailleurs, parce que j'avais enrichi ce cours-là sur les minorités, notamment en présentiel, d'extraits musicaux pour vous montrer ce qu'était dans l'expression culturelle musicale, comment s'exprimaient ces minorités d'Europe centrale. Voilà, c'est assez intéressant, et assez folklorique, mais c'est le cas de le dire, mais voilà, vous verrez tout ça. Séance importante parce que cette question des minorités, en plus, si je puis dire, est transversale. Là aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on la retrouve à la fois dans l'entre-deux-guerres et évidemment pendant la guerre froide, et puis surtout après aussi. Voilà. C'est confère aussi l'éclatement de la Yougoslavie. Si on a le temps, on en parlera, parce que comme on est dans de la synchrone, j'ai une séance sur la dissolution de la Yougoslavie. Ça pourra toujours être intéressant. Voilà. Ensuite, on aborde le 14 février, jour de la Saint-Valentin, lundi 14 février, le système de relations internationales de 1920-1939. Donc là, on va voir, si vous voulez, dans une séance assez dense, là, je précise, parce que je balaye presque 20 ans d'histoire en 1 heure et demie. Je crois que, d'ailleurs, si je me souviens bien, l'enregistrement est assez long. Mais enfin bon, là, pour le coup, on n'a pas des contraintes d'horaire, donc vous pourrez le regarder à tête reposée. Eh bien, évidemment, je balaye bien sûr l'histoire de l'Europe centrale durant cette période-là, évidemment avec un certain nombre de crises internationales, dont certaines ont été oubliées, et dont on va fêter bientôt le centenaire. Je pense par exemple à l'occupation de la Roure par la France pour récupérer la question des réparations allemandes. C'est en marge de l'Europe centrale, c'est vrai, mais ça a des conséquences. Ça aura des conséquences sur l'histoire de l'Europe centrale, vous le verrez. Bon. Je vais être un des derniers fous, entre guillemets, à parler, à vous donner quelques détails sur les années 20. Vous saurez aussi ce que sont les accords de Locarno de 1925, extrêmement importants. Voilà, aussi, je pense qu'on n'en parle plus beaucoup de tout ça, alors que c'est tout à fait fondamental. 21 février, on aborde l'Europe centrale à la veille de la Seconde Guerre mondiale. On sera aussi à la veille de la semaine d'interruption, semaine de réussite. Donc 21 février, l'Europe centrale à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Je vous le donne en mille. On aborde les dernières crises, évidemment la crise bien sûr des Sudètes. 1938, et puis bien sûr la crise dite la dernière d'ailleurs du corridor de Danzig. Le corridor de Danzig, vous le verrez, c'est quoi? C'est Danzig, c'est un port libre qu'on a voulu laisser pour permettre à la Pologne, la nouvelle Pologne, d'avoir un accès sur la mer Baltique, sauf que de deux côtés, il y a deux morceaux de l'Allemagne, évidemment Hitler va s'en servir comme un casus belli
cas de guerre pour envahir la Pologne, ce qui permettra de parler aussi, et c'est important ça de le savoir pour votre culture personnelle, de ce qu'on appelle les opérations dites sous faux drapeau, false flag. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Il s'agit tout simplement de provocations organisées par le pays qui veut déclencher la guerre, de provocations, si vous voulez, pour déclencher un cas de guerre. Par exemple, dans le cas de l'invasion de la Pologne, eh bien, un groupe, évidemment, dirigé par les nazis, hein, d'Hitler, de SS, avait organisé une fausse invasion, de faux Polonais, si vous voulez, contre la frontière allemande. Hein. Et alors évidemment, c'est ce qui a permis de déclencher donc effectivement la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que les Allemands ont dit voilà, nous sommes attaqués par des soldats polonais qui étaient en fait déguisés, qui étaient des faux soldats polonais déguisés, qui étaient en fait des Allemands, hein, ce qu'on appelle les opérations sous faux drapeau. C'est ce que viennent de dénoncer, et là je fais encore un petit saut dans l'actualité, j'aime bien le faire, c'est ce que viennent de dénoncer l'administration américaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la crise assez chaude avec l'Ukraine. On a dit, voilà, les Russes se préparent à organiser des opérations de provocation. Ben, c'est exactement ça. Hein, alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, parce que alors là, par pitié, ne partons pas dans des débats non plus finir sur ce sujet-là, c'est bien trop chaud, bien trop actuel. Hein. On ne fait pas de sciences politiques ou de journalisme là, hein. Mais c'est ça, une opération sous faux drapeau. Hein. Voilà, c'est pour votre culture, ça sera abordé à ce moment-là. Semaine d'interruption, donc aide à la réussite du 28 février au 6 mars. Hein. Ça vous permettra peut-être de revoir le cours, de faire autre chose. Je ne sais pas ce qui est prévu par notre administration universitaire pendant cette semaine-là. Et ensuite, on reprend le 7 mars. Et là, c'est une nouvelle Europe centrale, 45-47. C'est quoi? C'est la naissance de la guerre froide, hein, qu'on verra ensemble. La naissance des deux blocs, hein, qui va durer quand même pendant une quarantaine d'années, hein, ces deux blocs, donc le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Hein. C'est ce qu'on va donc appeler les pays du pacte de Varsovie, hein, donc toute l'Europe centrale, sauf évidemment l'Autriche, qui reste un pays neutre ancré à l'ouest, sauf la Yougoslavie de Tito, parce que ce sera un pays dit non aligné, et tout le reste, hein, bascule dans le bloc soviétique. Et puis, on déroule la première partie de ce qu'on a appelé les relations avec les pays de l'Est, de 47 à 56, ce sera le 14 mars. Hein. Donc là, c'est les premières grandes révoltes dans le camp socialiste, évidemment. Hein. On ira jusqu'en 56, c'est-à-dire la révolution hongroise. Et je dis bien que c'est une révolution qui se passe en 56. C'est pas comme le Prague en 1968, par exemple, si vous voulez, ou les révoltes polonaises anti-staliniennes de l'année 55-56. Non, en 56, pour la Hongrie, c'est une véritable tentative de sortie du pacte de Varsovie, de neutralisation du pays et de mise sous protection de l'ONU. C'est-à-dire, en gros, quand vous regardez la carte de la guerre froide, et vous en aurez des cartes, rassurez-vous, là, c'est la coupure, hein, du camp socialiste en deux. Et là, on est en 56, en 55 vient de naître la création du pacte de Varsovie. Hein, et donc, en 56, si vous voulez, là, c'est le premier réformateur qui vient après Staline, c'est-à-dire Khrouchtchev. Hein, et Khrouchtchev, donc, ne peut pas tolérer, si vous voulez, que le camp socialiste soit coupé en deux en accordant un statut, comment dire, de neutre hongrois. Et donc, il intervient militairement. L'Armée rouge envahit la Hongrie, hein, depuis l'Ukraine, hein, puisque l'Ukraine fait partie de l'Union soviétique à l'époque, n'est-ce pas? Et puis, évidemment, c'est un massacre atroce. Si certaines ou certains d'entre vous auront eu la chance d'aller à Budapest, qui est une ville magnifique, hein, je le signale quand même, il reste, hein, beaucoup. On a gardé à Paris, hein, vous savez, les traces de la libération de Paris en août 1944, hein, sur un certain nombre de monuments. Les Hongrois ont gardé des traces sur leurs monuments, sur les bâtiments de leur ville, des traces des obus, des chars soviétiques écrasant le peuple hongrois. Voilà. Hein. Donc ça, c'est important. Grosse séance, là. On abordera aussi la première crise de Berlin, hein, 1948, bien sûr. Hein, vous verrez le statut de Berlin-Est, etc. J'expliquerai tout ça.
21 mars, donc je vous l'ai dit, après le bloc et la France, alors à l'heure gaullienne, donc on passe sur une tranche après. Donc première tranche 47-56, 14 mars, deuxième tranche de la guerre froide, 58-69, on va voir les premières tentatives de détente. Et alors en effet, singularité, c'est vrai, on va aborder personnage français, fondateur de la 7e République, qui est général de Gaulle. Alors, c'est pas pour faire un chapitre gaullien, gaullisto, gaulo-nostalgique, c'est pas du tout ça. C'est que de Gaulle, ayant développé une politique, si vous voulez, de non-alignement, de sortie de l'OTAN, effectivement, et voulant donner un rôle à la France, si vous voulez, dans le cadre de la guerre froide, un rôle à part, hein, eh bien, ce rôle à part a permis de créer un rôle de médiateur. Hein, dans la guerre froide, hein, parce que les soviétiques, englués dans leurs répressions diverses, et des États-Unis, selon différentes phases plus ou moins belliqueux, eh bien, Paris a pu jouer à ce moment-là les cartes de la détente. On verra comment tout ça a pu se mettre en place entre 58 et 69. Et puis ensuite, séance du 28 mars, normalisation des relations avec l'Europe de l'Est, de 69 à 81. Donc là, c'est tout ce qui va suivre, si vous voulez, l'après-écrasement du printemps de Prague en 68, c'est-à-dire ce qu'on va appeler avec une politique très originale de détente initiée par Willy Brandt, hein, qu'on va appeler l'Ostpolitik en Allemagne de l'Ouest. Hein. Cette Ostpolitik va permettre la détente entre l'Est et l'Ouest et les fameux accords d'Helsinki qu'on abordera, dont on parle un peu moins aujourd'hui, hein, conférence d'Helsinki 74-75, accords d'Helsinki, qui sont les premiers accords de coopération, si vous voulez, entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Alors, on en parle pourquoi? Pas parce que ce qui s'est passé à l'époque, parce que l'effet de détente d'Helsinki ne sera que temporaire, hein, mais on l'aborde parce que, pourquoi? Je vous le donne en mille, parce que c'est ce qui a permis les ferments, si vous voulez, du train de future adhésion des pays d'Europe centrale et orientale à l'Union européenne, évidemment quelques décennies plus tard. Très important, séance sur Helsinki. On en parlera dans la séance du 28 mars 2022. Et puis, nous arrivons à la période, si je puis dire, euphorique, vraiment là, le 4 avril 2022, avec Vers des temps nouveaux, de 81 à 90. On verra toute la saga, si vous voulez, de l'après-Brejnev, hein, après le décès de Léonid Brejnev en 82, et puis la période de transition jusqu'à Gorbatchev et ses réformes en 85. Les conséquences des réformes de Gorbatchev, hein, je vous le donne en mille, hein, donc avec évidemment l'effondrement du bloc de l'Est pour commencer, et puis deuxième volet, l'effondrement de l'Union soviétique elle-même. Voilà. Alors j'insiste là-dessus, je distribuerai probablement par mail, à moins qu'on soit en présentiel, des fiches de synthèse après ce cours-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fiches de synthèse? Alors, ces fiches de synthèse, pour celles et ceux que j'avais eus en histoire des relations internationales, ce sont des fiches, en fait, des fiches de fiches, si on peut dire. C'est-à-dire que ce sont des fiches qui, par période, vous permettent de survoler chaque grande période. Donc, ça permet de vous guider dans les 11 séances, si vous voulez, de retenir, si vous voulez, les grands axes. Hein. C'est simplement un outil pour vous aider pour la révision, pour le partiel qu'on fera donc le 11 avril, de 9h30 à 11h. Alors, où serons-nous sur l'histoire, entre guillemets, de la pandémie le 11 avril 2022? Je l'ignore. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de séance, moi je suis prudent. Donc, je vous ai expliqué ce qu'on fera si on est en distanciel et puis ce qu'on fera si on est en réel. Moi, j'aimerais bien avoir un beau paquet de copies à l'ancienne à corriger. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu, depuis mars 2020. C'est quand même vrai, donc on est quand même en 2022. Hein, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je devais vous indiquer dans cette petite séance d'information. Donc va suivre alors il faudra que je fasse le montage de la vidéo actuelle, mais va suivre à cette séance bien sûr l'envoi du premier cours. Vous verrez ce que vous en
Alors, je crois que le son, il faudra mettre le son un peu fort parce que bon, c'était un des premiers, donc vous verrez le réglage que vous aurez à faire sur YouTube. Mais bon, je pense qu'il devrait vous être loisible, voilà, je pense. Généralement, ça a été plutôt apprécié. Donc, ma chaîne n'est pas monétisée, donc ça fera quelques visites sur cette évidemment sur cette vidéo. Et à chaque fois, donc, on procédera de la même manière. Alors, s'il y a besoin de contacts supplémentaires, d'infos diverses, ben, je serai là pour vous, bien sûr, pour vous les donner. Après, vous vous organisez comme vous voulez. Moi, alors comme l'a dit l'échange tout à l'heure avec Charlotte, moi, je vous conseille de vieux profs d'ici, quoi, de travailler régulièrement, quoi. Parce que vous pouvez vous dire, ah bah oui, alors évidemment, comme il va nous envoyer, après on se fera un gros rush tranquille. Mais quand même, il y a beaucoup de choses quand même, hein. Il y a quand même beaucoup de choses, c'est assez dense. Donc moi je vous conseille quand même de le faire régulièrement, une fois par semaine, voilà. Et, bon, alors si vous voulez consulter ce que je vous envoie le week-end, bon, c'est peut-être autre chose à faire le week-end, mais après ça, après vous organisez comme vous voulez. Mais je vous conseille quand même de le faire de façon régulière. C'est la meilleure façon de retenir tout ça. Voilà. Voilà, donc bah, il est 11h moins le quart, donc on a fait 1h15. Je peux vous laisser un petit quart d'heure. Si vous avez des questions diverses, je répondrai. Sinon, bah, vous êtes libre, évidemment, de quitter l'espace virtuel, ce cours virtuel. Mais sinon, je reste à votre disposition. Et encore une fois, et gardons à l'œil, comment dire, bien à l'œil, je vous le recommande, les indications des autorités de Paris 3, la gouvernance concernant quand même la sortie du calendrier de sortie de crise. Parce que si vraiment c'est maintenu, si vraiment Omicron était le dernier des derniers, si vraiment, comment dire, je ne sais pas moi, comme a annoncé l'OMS, c'était plausible, n'est-ce pas, que ce soit la fin de la pandémie. Moi, j'espère, hein, comme tout le monde, qu'on s'en débarrasser. Eh bien, évidemment, ce sera avec le plus grand plaisir que je viendrai vous retrouver tous les lundis à 9h30 dans la salle 331. Mais là, pour l'instant, ça ne sont pas les directives. Ça peut changer. Donc, si j'ai des infos, je vous en donnerai. Si vous en avez vous aussi, vous m'en donnez, parce que c'est pas. Bon, je viens sur. Comment dire, sur Paris 3, on est encore dans les 3 jours de télétravail, donc je viens 2 fois par semaine. J'y suis les mardis et mercredis, je suis là réellement. Mais bon, évidemment, donc si vous avez des infos, je suis aussi preneur. Vous n'hésitez pas à me les dire. Voilà, je vous remercie toutes et tous pour votre attention dans cette séance. Je pense qu'il aura été, de toute façon, je pense, fort utile. Et si vous avez des questions, bah, je vous écoute. Voilà. Sinon, bah, je vous dis donc à tout à l'heure pour le premier envoi par mail. Voilà. Bah, merci. Bah, bonne journée, Ophélie. Vous dites. Charlotte, ouvrez votre micro. C'est une question. Attendez. Alors là, je vous entends. Je vous entends, oui. Bah, c'était pour vous remercier. Voilà. Merci. Et de rien. Avec plaisir. Toujours. Merci à vous. Au revoir.